Bonjour, général de Reichhofs. Bonjour. Vous êtes ancien général de division, vous avez été dans de nombreuses opérations extérieures, en Yougoslavie, en Côte d'Ivoire, mais on vous connaît surtout sous un surnom, un autre théâtre d'opération, c'est le général des banlieues. Je voudrais commencer cet entretien par une très célèbre citation qui est Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Je voudrais savoir ce que ça vous évoque. Ça évoque d'abord ma vie militaire lorsque j'étais sous l'uniforme. Nous avons toujours eu à cœur dans les armées françaises de nous préparer pour le combat qui aurait peut-être lieu demain. Ce combat qu'il ait été à l'époque sur la ligne bleue des Vosges, qu'il ait été en Afrique, donc toutes les unités qui passaient dans l'armée française, des unités qui étaient des unités d'appelés, étaient formées en ce sens. Voilà. Et puis les professionnels de l'époque étaient plutôt orientés sur l'Afrique. Donc, bien évidemment, pour se préparer au combat, il faut se préparer, il faut s'exercer, il faut travailler longtemps. Hein. La sueur épargne le sang. Donc voilà. Donc, si vous voulez, ça évoque très fortement ce que j'ai essayé de conduire pendant 36 ans de vie militaire. Avec la chance que j'ai pu avoir d'être sollicité avec mes officiers, sous-officiers, militaires du rang, comme pour mes légionnaires, sur les différents théâtres d'opération dans lesquels la France était engagée. Alors, aujourd'hui, certaines personnes parlent de l'idée d'une guerre civile. Nous, c'est la question qu'on se pose justement dans notre deuxième magazine, c'est est-ce que quelque part il peut y avoir une guerre civile qui serait, est-ce qu'elle est inéluctable ou pas? Comment justement on peut se préparer à la guerre pour mieux l'éviter? Alors la guerre civile, si vous voulez, la guerre civile, c'est un terme qui est peut-être édulcoré, qui est peut-être un peu violent. Moi, je dirais, je crois que il y a différents auteurs, différentes personnalités qui ont parlé d'une guerre civile sous-jacente, une guerre civile à bas bruit. Oui, on est en guerre civile à bas bruit, parce qu'à partir du moment où il y a des Français qui meurent sous les coups de Kalachnikov ou par les poignards de Français, ce sont des Français contre des Français, donc nous y sommes. J'attirerai votre attention simplement pour dire que la lettre des généraux qui a été signée par un certain nombre de généraux dont j'étais, il y a maintenant 2 ans et demi, évoquait cette question. Et à l'époque, on nous a ri au nez, on nous a traités plus bactères, mais pourtant, on mettait le doigt sur quelque chose qui faisait mal en disant, si on ne fait rien, eh bien, nous allons vers la guerre civile. La guerre civile qui est celle à laquelle vous pensez, c'est-à-dire un échange armé entre des factions et puis les armées ou l'État, etc. Moi, je n'évoque pas cette question-là comme ça. Je pense qu'il y a, peut-être vous reviendrez dans vos questions, la guerre civile n'est pas inéluctable, voilà ce que je veux dire. Elle n'est pas inéluctable parce qu'il faut prendre un certain nombre de postures, de positions, de postures, oui, importantes qu'il faudrait prendre pour éviter justement de monter à ces extrêmes. Voilà, donc moi je ne suis pas du tout dans cet engagement armé qu'il faudrait déployer pour reconquérir des quartiers, pour faire en sorte que le droit revienne violemment, enfin par la violence. Je suis pas du tout dans cette démarche-là, parce que je crois qu'il y a justement des choses à faire, qu'il faudrait pas tarder à les faire, pour ramener de l'ordre, mais l'ordre, j'allais dire, c'est de l'ordre dans la citoyenneté, un contrat social différent, etc., etc. Voilà. Alors, vous parlez de la lettre des généraux qui, effectivement, date d'il y a 2 ans et demi maintenant. Est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce que si les mêmes personnes vous proposaient à nouveau de la signer, est-ce que vous le referiez aujourd'hui encore? J'allais dire, certainement, je la referai, d'autant plus que depuis 2 ans et demi, ce que nous avions, le point sur lequel nous insistions en disant « faites quelque chose, Monsieur le Président, faites quelque chose, l'État, faites quelque chose », rien n'a été fait et nous voyons la violence l'accentuation de la violence tous les jours. Donc cette guerre civile larvée qui envahit les villes, les campagnes, etc. Donc à la question « est-ce qu'on re-signerait aujourd'hui ?» Bien évidemment, en montrant
montrant du fait, en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi ?» Alors vous allez me dire « On a fait ceci, on a fait cela. » Non, on n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que le mal est toujours là, et ce mal, on va peut-être en parler, mais je pense que s'il y avait re-signé une lettre dite des Chédéreaux, je re-signerais des 2 mains. Alors, effectivement, moi j'aimerais bien qu'on aille aux racines du mal, quelque part, pour prendre une expression bien connue. Aujourd'hui, ce qui est très problématique, c'est qu'on considère que les banlieues sont souvent des zones de non-droit, que certaines banlieues, en tout cas, que ce sont des endroits où la police ne peut plus entrer, où les citoyens ne peuvent plus entrer. Alors peut-être que zone de non-droit n'est pas adaptée, mais peut-être zone de droit non français, pourrait-on dire. Je voulais savoir, pour vous, comment cette mutation est-elle arrivée? Est-ce que, finalement, la situation dans laquelle on est, c'est l'expression d'un parquage dans les cités dans les années 70, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Comment est-ce qu'on est arrivé dans cette situation qui est qu'aujourd'hui, on commence à être face à face, comme le disait feu Gérard Collomb? Alors vous avez tout à fait raison d'évoquer cette question-là. Je crois que cette question n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une situation qui est venue en empirant parce que, globalement, la société française n'a pas réussi à faire une assimilation correcte des populations qui viennent d'Afrique, ou qui viennent d'ailleurs, mais d'Afrique essentiellement, depuis 30 ou 40 ans. Et donc ces populations, n'ayant pas eu comment dirais-je, ce besoin, parce que finalement quand vous arrivez, vous regroupez, hein, vous n'êtes pas forcément, mais nous n'avons pas eu, nous, Français de souche, pour reprendre l'expression, nous n'avons pas eu cette volonté forte d'intégrer ces populations, de les assimiler. Donc ces populations, elles sont allées à la vague que je te pousse, vaille que vaille, dans notre société, dans nos banlieues, puisqu'on les a parquées dans les banlieues, bien évidemment, voilà. Et ces populations, ne trouvant pas, je vais dire, cette racine francophile ou française, eh bien finalement vivant entre eux, eh bien comme on n'a pas réussi l'assimilation, comme je le dis, et l'arrivée dans le monde du travail pour un certain nombre de populations, un certain nombre de jeunes, que l'éducation nationale n'a pas eu, et on l'a vu encore récemment, puisqu'on a dit ils ne savent pas lire, pas écrire, X Français en 4e ne savent pas lire, pas écrire, donc on a quand même quelque chose de lourd. On n'a pas réussi à faire tout ça de conserve par la société. Eh bien, cette population est marginalisée. Donc, quand vous êtes marginalisé, eh bien, vous vivez entre vous. Quand vous vivez entre vous, vous êtes pas content de ce qui se passe, donc ce sont des actes de violence contre l'État, contre la société en général. Et puis, cas un cas, vous vivez entre vous, et là, à ce moment-là, se déploie la violence, la drogue, parce qu'il faut bien commercer, avoir de l'argent, donc, etc., etc. Donc, vous avez effectivement, non pas, j'allais dire, une terre et 2 peuples. Je n'en suis pas là, parce que je pense il n'est pas trop tard, justement, pour ramener tout ça à un peuple, et faire en sorte qu'on soit vraiment le peuple de France, et que voilà, il faut pas tarder. Donc, effectivement, ça en prend le chemin, parce que je crois que c'est une faute collective, nous n'avons pas su faire, nous n'avons pas voulu faire, hein, donc voilà. Et alors, il y a une critique qui, justement, est souvent faite à ce niveau-là, c'est celle que, en fait, l'État a investi effectivement des dizaines de milliards aussi dans la banlieue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui, en fait, la banlieue n'a jamais été abandonnée. Est-ce que vous considérez que, globalement, l'État, oui, a peut-être investi, mais qu'est-ce qui a manqué quelque part encore pour intégrer? Est-ce que c'est uniquement une question de volonté? Est-ce que c'est une question de manière, de moyens? Est-ce qu'on aurait dû résoudre ça avec de la mixité sociale? Je crois que c'est plus simple que ça. Hein. Je veux dire, quand il y a la volonté, quand il y a une volonté, il y a le chemin. Hein. Donc, c'est pas parce que vous donnez de l'argent. C'est pas parce que vous donnez de l'argent à des associations, à des populations, que cette population va s'en sortir. Il faut autre chose. Il faut toujours, justement, il faut cette flamme, il faut cette volonté, il faut ce courage pour faire dire à cette population, écoutez, vous venez du fin fond de l'Afrique, vous allez demain, vous allez devenir français. Pour devenir français, voilà ce qu'on va faire. Déjà, vous allez apprendre la langue, donc une scolarité, j'allais dire, le b.a.-ba du métier, le b.a.-ba, pour
à la fois pour les familles et pour les enfants. On va non pas vous donner de l'argent pour que vous alliez jouer au football, faire de la danse, aller en vacances ici ou là, etc., aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais des Français, des Français qui payent des impôts, mais on va vous mettre dans un cursus, et ce cursus, il faut que vous ayez un cursus qui vous amène à quelque chose que tout homme doit avoir, c'est finalement un métier, un travail, une fonction, etc. Ça, on l'a pas fait. Donc on est resté sur des séquences qui font que les gens se retrouvent sans rien, ou se retrouvent avec pas grand-chose, se retrouvent dans une société qui ne les accepte pas vraiment, où ils estiment qu'ils ne sont pas acceptés par cette société, et de fil en aiguille, vous avez continué à donner de l'argent, on a continué à donner de l'argent, beaucoup d'argent, sans avoir, si vous voulez, en ayant une politique de la ville qui n'est pas véritablement une politique de la ville, qui est une politique, partagée entre différents ministères, différentes associations, qui font qu'on n'a pas l'efficacité. Il n'y a pas d'efficacité, justement, pour amener tous ces gens, toute cette population, vers véritablement être français, se sentir français. Alors, il y a aussi quelque part aujourd'hui une absente dans certaines banlieues, c'est la police. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que la police peut rentrer dans certains quartiers, mais certainement pas y demeurer. C'est-à-dire que globalement, il y a effectivement des quartiers où c'est plus réellement le droit français, la loi française qui s'applique. Comment est-ce qu'on a pu arriver à, encore une fois, ces relations extrêmement conflictuelles, on a pu le voir pendant les émeutes avec la police, mais qui relèvent du conflit permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que dans certains endroits, il y a effectivement, surtout dans la jeune génération, une opposition très forte avec la police. Comment vous expliquez cette opposition permanente, et surtout chez les jeunes ? Ce que vous dites là est assez surprenant, parce que si on remonte à 3 ans en arrière, lorsqu'il y a eu les attentats, Bataclan, etc., la police était applaudie. Donc il y a eu un changement, une bascule importante, mais la police n'a qu'un élément. La police n'est qu'un élément. À partir du moment où l'État fait donner la police dans les quartiers, c'est qu'on a raté quelque chose. On a raté l'intégration. On a raté finalement l'intégration. Donc, vous allez engager la police pour juguler telle ou telle violence, sachant que cette violence aurait pu être, atténuée, ou ne plus y avoir de violence, parce qu'on aurait trouvé les moyens que cette population s'intègre et puisse arriver vers le travail. Donc, comme les gens n'ont pas de travail, donc les gens, je parle des gens, je parle pas de la population dans son champ général, je vais y revenir, mais je parle de cette jeunesse que vous évoquez. Ils n'ont pas de travail, donc il faut bien vivre. Il faut vivre. Vous vivez de trafic, vous vivez de trafic. Le trafic plus simple, c'est le trafic de drogue. Et donc forcément, vous êtes diamétralement, vous allez à l'encontre des lois de la République. Donc on en fait intervenir la police. La police, elle n'est pas. Donc si elle vient, et vous l'avez évoqué vous-même, elle ne restera pas longtemps. Elle ne tient pas le terrain. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette violence va également est sécrétée en direction de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez grosso modo 10% de la population de France qui est sous le joug, qui est sous la houlette, sous la coupe réglée des bandes. C'est-à-dire que les gens peuvent pas, les familles, les gens le soir rentrent chez eux à 20h, même avant 20h, et puis sont cloisonnés toute la nuit parce que c'est les bandes qui font 10% de la population, ce qui représente quand même 6 millions d'habitants. C'est ces gens-là, si vous voulez, c'est cette population-là qu'il faut véritablement, sur laquelle il faut reprendre la main et la faire en sorte qu'elle se sente française. Or, elle ne peut pas se sentir française, parce qu'à partir du moment où vous avez toutes ces bandes qui tiennent le haut du panier. Voilà. Alors, moi, je dirais, si vous voulez, pour répondre, essayer d'être clair, je pense que reprendre la main, ce n'est pas reprendre la main uniquement avec la police. Voilà. Si nous n'avons que ce moyen-là pour faire entendre raison aux bandes, nous ne le ferons pas entendre raison, et 2, nous n'avons aucune chance de regagner les cœurs de cette population, des 6 millions, des 10% de la population. Juste avant d'arriver à votre plan, parce qu'effectivement, vous avez des idées pour, en tout cas, reprendre le contrôle et remettre la banlieue sur le droit chemin. Vous avez des idées juste avant. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs quelle est votre expérience de terrain? Qu'est-ce que vous avez fait en banlieue, justement, pendant toutes ces années? Oui.
J'ai essayé d'abord, comment dirais-je, pour les téléspectateurs, il faut qu'ils comprennent que moi, j'étais officier pendant 36 ans et j'ai eu la chance de commander des légionnaires, c'est-à-dire finalement des hommes et des hommes qui viennent des quatre coins du monde, 150 nationalités, qui viennent en France pour véritablement servir avec un grand S l'armée française, donc la France. Et je me suis toujours posé la question en disant c'est assez extraordinaire parce que tous ces jeunes qui viennent chez nous, nous en faisons les meilleurs soldats du monde. Et nous sommes les seuls à le faire. C'est-à-dire que la Légion étrangère est la seule armée multinationale, j'allais dire, formée par les Français, par les officiers français, les sous-officiers français. Et je me suis dit, mais il est curieux que nous réussissions pleinement, depuis maintenant un siècle et demi, et que parallèlement à ça, vous avez dans chacune de nos banlieues 10 à 15 nationalités, et nous ne soyons pas fichus d'en faire les meilleurs citoyens du monde. Voilà. Donc, partant de là, je me suis toujours demandé, mais comment se fait-il qu'on ne réussisse pas ? Voilà. Donc, voilà. Et parallèlement à cette réflexion que je me posais, j'ai eu la chance d'avoir avec moi, alors que j'étais encore sous l'uniforme, en Île-de-France, puisque j'étais l'adjoint du gouverneur militaire de Paris, d'avoir avec moi des réservistes citoyens, c'est-à-dire des Français qui donnent de leur temps, un peu de leur temps au profit des armées. Ils ne donnent pas leur temps sous l'uniforme parce qu'ils n'ont pas le temps, justement, mais ils donnent de leur temps pour, en quelque sorte, avoir un lien armée-nation, ce que j'appellerais moi un lien société-défense, qui puisse favoriser un rapprochement des deux. Et dans cette réserve citoyenne, j'avais un chef d'entreprise qui me disait, moi, mon général, j'ai une entreprise dans le 93 et je n'arrive pas à recruter. Et parallèlement à ça, j'avais un formateur de banlieue qui faisait partie des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, pour qui la France est important, le drapeau, on chante à Marseillaise, etc. Donc, qui avait le cœur, en étant algérien, avait le cœur accroché à la France, me disait, moi, mon général, je suis dans les cages d'escalier, je forme des jeunes, je fais faire du sport, mais je n'arrive pas à trouver, à leur donner le petit plus qui leur permettrait d'arriver à l'entreprise, c'est-à-dire au monde du travail, et donc se sentir pleinement utile au pays. Et donc, j'ai réuni ces deux personnes autour de la table et nous avons trouvé finalement un schéma qui semblait intéresser les deux parties, plus moi. Et c'était véritablement un cycle de 6 mois qui permettait à des jeunes qui n'avaient rien d'intégrer le monde, le monde économique, tout en se sentir français. Et donc, ça a duré 6 mois, et donc cette démarche a été poursuivie ensuite en entreprise, puisque j'ai été recruté pour faire ça. Et ça s'est appelé Permis Sport Emploi, où au cours d'un cursus de 6 mois, en s'appuyant sur, j'allais dire, une coalition, pour prendre le terme militaire, une coalition de gens de terrain. Il ne s'agissait pas de créer une structure nouvelle, de faire en sorte qu'il y ait un bâtiment, que l'on rémunère des formateurs, etc., etc. Ça, on en a suffisamment à l'appel, mais c'était de s'appuyer sur des gens de terrain. Donc c'était qui ? C'était les chefs d'entreprise, les entreprises donc, qui voulaient recruter, il y en a tous les jours. C'était des sportifs, c'était une auto-école, c'était des formateurs de banlieue, c'était ceux qui allaient amener les jeunes, c'est-à-dire tout le monde, j'allais dire, associatif qui draine. C'était les politiques, c'était les financeurs, et c'était les armées pour une courte période de 8 jours. Et tout ceci, c'est appelé Permis Sport Emploi. Et donc voilà, nous avons réussi, justement en nous appuyant sur ce monde, j'allais dire, ce monde social et économique. Nous avons réussi en 15 ans d'amener 2000 jeunes, sortir 2000 jeunes de l'emprise, j'allais dire, néfaste à un certain nombre de bandes de quartiers, les amener hors de ces bandes de quartiers, leur donner, j'allais dire, goût à la vie, et notamment donner d'être citoyen. 2000 quand même. Voilà. Donc on a, avec un taux de réussite, pour faire simple, on a tourné à 50% les 2 premières années, on était à 95% de taux de réussite. On faisait mieux que tout le monde, pour un coût moindre, un coût pas tellement élevé, pour l'ordre de 6 000 € pour tous les jeunes, pour tout payer, etc. etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui marchait bien. On a été appelé un peu partout, et pour clore cette
dialogue. Aujourd'hui, je suis demandé pour travailler avec la préfecture du Gard, justement pour essayer de sortir les quelques Nîmois qui sont en grande difficulté, puisque tous les jours c'est assez violent à Nîmes, de les sortir justement, de les amener vers le social et vers la citoyenneté, quoi. Et alors, à partir de cette expérience, quelque part, vous avez tiré aussi une envie de résoudre les choses à grande échelle. Ouais. Et pour ça, vous avez essayé d'utiliser votre expérience militaire passée, votre expérience dans les banlieues aussi, pour parvenir à trouver une solution. Alors, pour trouver pour expliquer cette solution qui se fait en plusieurs étapes, etc., la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce que vous préconisez, c'est qu'il y ait une instance, une institution, comme on veut, qui s'occupe exclusivement de la banlieue et qu'on ne délègue pas la banlieue à 8 ministères différents qui s'en chargent un petit peu à chaque fois, qu'on prenne ça comme un sujet à part entière. Oui, si vous voulez, cette démarche qui débouche aujourd'hui sur un projet, cette démarche s'est faite au fur et à mesure. Quand l'expérience que j'ai acquise dans ces banlieues pendant 15 ans, confronter mes idées avec toutes ces structures étatiques ou semi-étatiques qui s'occupent de la politique de la ville, côtoyer tous les ministères, aller voir 2 présidents de la République, les directeurs de cabinet de X ministères, etc. Je me suis rendu compte que on ne pouvait pas aller bien loin, que je veux dire que le contribuable français qui donne de l'argent, finalement, vous donnez dans un tonneau des Danaïdes, et finalement on arrive à rien. Quel est l'argent qui arrive à la base pour former des jeunes? C'est pratiquement rien. Tout est malheureusement, c'est comme ça. C'est parce que l'administration est ainsi faite, je veux dire que l'organisation est ainsi faite que c'est français. Donc c'est très compliqué, très complexe. Voilà. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la politique de la ville. La politique de la ville au sens large, c'est-à-dire qu'on a fait une politique de la ville, donc vous savez très bien comment ça s'est passé, on met des milliards, on démolit des immeubles, on en reconstruit d'autres, etc. Mais est-ce que pour autant, c'est la paix sociale? La réponse est non. Vous donnez de l'argent, vous investissez sur des ministères, mais est-ce que ces ministères utilisent l'argent? Oui, bien. Il y en a le ministère du Sport, il va faire du sport à ses ouailles, mais il verra pas que le ministère de l'Emploi cherche de l'emploi, mais le sportif ne va pas aller forcément dans l'emploi ne va pas aller forcément à la justice, etc. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, clair. Et donc c'est là où je me suis dit, il faut véritablement qu'il y ait une politique de la ville qui soit confiée à un haut commissaire chargé de la politique de la ville, qui réceptionne tous les financements et qui puisse ensuite les redistribuer en fonction des priorités gouvernementales. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que ce haut commissaire puisse être rattaché au Premier ministre, avec bien sûr une compétence, je défais. Et cette compétence, il faut véritablement qu'il ait un état-major, qu'il ait un cabinet, comme vous voudrez. Moi, je préfère le nom d'état-major parce que c'est un peu plus opérationnel, et que cet état-major puisse avoir là aussi avec un préfet, je vois très bien comment ça peut être fait, mais qui puisse véritablement avoir l'assentiment de la présidence via le Premier ministre pour mener cette action. Mais pour mener une action, pour démarrer une action, il faut faire un audit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans une affaire comme ça si tout le monde garde son petit précaré avec son petit financement, etc. Donc il faut qu'il y ait un audit, à mon avis, important. Ça prendra au moins 6 mois, je pense. Un audit qui soit fait sur où passe l'argent, c'est ça. Depuis maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on donne des milliards. Où est passé l'argent? Pourquoi faire? Et puis former des gens, combien ça coûte? Et que cet argent ne soit pas investi pour rien, uniquement pour acheter la paix sociale. Et là, à partir de là, si vous voulez, vous pouvez avoir quelque chose vous pouvez commencer à avoir envisager quelque chose de sérieux pour remettre non pas de l'ordre, je ne sais pas ce terme que je veux employer, mais remettre, j'allais dire, quelque chose de cohérent auprès de ces jeunes générations qui se cherchent, quoi. Et alors, pour vous, ça passe par plusieurs étapes, et il y en a une qui arrive d'ailleurs dans les premières, qui est effectivement impliquer l'armée
dans cette reprise en main des quartiers. Donc après cet audit, après ce constat, ce que vous préconisez, c'est en partie d'envoyer une armée stationnaire quelque part pour contrôler le terrain. Globalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel pourrait être le rôle ? Oui, alors je vous arrête sur le rôle des armées. Je vais revenir un petit peu, parce que le rôle des armées, ça viendra dans un deuxième rayon, si elles doivent venir, si ces armées doivent venir. Je crois que, compte tenu des difficultés, de la difficulté, si vous voulez, qu'il y a pour la formation, j'entends bien pour la formation ou pour l'intégration, même si ce terme, ou l'assimilation, je parle sur les jeunes, parce que les jeunes générations, c'est ceux qui seront aux commandes dans 10-15 ans, donc c'est sur eux qu'il faut envisager le travail. Il faut qu'il n'y ait pas eu 30 priorités. C'est-à-dire que pour moi, pour l'expérience que j'ai, la vision des choses que j'ai, c'est qu'il y a 3 niveaux, il doit y avoir 3 niveaux où comment dirais-je, 3 niveaux où les choses doivent être faites. Au niveau gouvernemental avec le haut-commissaire, vous l'aurez compris, dans ce commissariat, je mets quelques officiers, bien évidemment, puisqu'il faut il y aura forcément nécessité pour l'État d'avoir quelques officiers. Il faut que ce soit au niveau de la région économique. Dans cette région économique, bien sûr, il faut mettre auprès du préfet, parce qu'il y a le préfet et il y a l'État, et puis la région. La région, c'est la région économique qui détient, qui sait où sont les entreprises, quelles sont celles qui recrutent, etc. Et puis l'État, c'est par le préfet de région qui a, lui, la vision étatique. Et donc auprès de ce préfet de région, il faut qu'il y ait un général. Je pense que c'est un général. Comme je le fus, si vous voulez. Pourquoi ? Je dis un général parce que les généraux, commander sur le terrain, ils savent commander, ils ont les relations qui vont bien, ils savent faire avec les politiques, les administrations, etc. Et c'est c'est la confiance qui est établie vis-à-vis des chefs d'entreprise. Donc je crois que c'est important. Et ils savent parler aux jeunes, vous voyez. Et puis au niveau, j'allais dire subalterne sans être péjoratif, il faut qu'il y ait ceux qui vont faire la main dans le cambouis sur le terrain, qui vont former les jeunes comme je l'ai fait là aussi, former des jeunes qui viennent des quartiers, etc. Il faut qu'il y ait là un amalgame entre qui ? Un amalgame entre les formateurs de banlieue, qui savent faire, mais qui savent faire, qui connaissent le terrain, qui savent faire d'une certaine manière, et il faut leur adjoindre, ou qu'il y ait ensemble, quelques officiers subalternes, ou quelques sous-officiers supérieurs, qui puissent, là aussi, apporter la rigueur, le sens du commandement, la vision des choses et la rigueur, voilà. Et ça marche très bien. Donc voilà, 3 niveaux, si vous voulez. Et là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler sur le terrain, avoir envisagé des projets, comme je les ai menés, des projets de longue haleine, si je puis me exprimer, de 6 mois ou plus, pour amener les gens sur un continuum, un cursus complet qui les amène au travail. Voilà un petit peu raisonner l'affaire. Alors c'est quelque chose qui, je pense qui peut très bien marcher, parce que je crois que si vous voulez, comment dirais-je, si vous voulez marquer les esprits, marquer l'opinion, montrer à l'opinion brusquement que les choses changent et qu'on est capable de faire quelque chose, aussi bien l'opinion qui est comme vous et moi derrière sa télévision en train de dire là ça cafouille partout, etc. Et puis les gens des banlieues qui sont les 10% de population qui sont en attente, vous lancez des projets dans toutes les régions de France au bout de 2 ou 3 mois, sur un projet de 6 ou 7 mois, et vous allez voir que à ce moment-là, l'état d'esprit change. Voilà. Alors après, on reparlera des armées éventuellement. Alors moi, la question que je voulais poser aussi, c'est comment régler sur le court terme aussi le problème de la drogue qui est endémique dans ces quartiers. Effectivement, si ces jeunes ont un emploi, on se doute qu'ils vont peut-être cesser ou diminuer au moins leurs activités dans ce domaine. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais à Roubaix pour un reportage que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre magazine. Et à Roubaix, il y a plusieurs moments où je me suis retrouvé dans des rues qui étaient entièrement contrôlées par les dealers. Et en fait, je suis pratiquement certain que, quelque part, ces dealers, vous pouvez leur proposer tout le travail que vous voulez, avec tous les chefs d'entreprise, etc. Et ils refuseront parce que leur commerce est beaucoup plus lucratif. En l'occurrence, ce sont eux, effectivement, qui ont presque en otage une partie de la population, comme vous le disiez aujourd'hui. Comment est-ce qu'on traite avec ces gens-là ? Actuellement, la police à Roubaix, ce qu'elle fait, c'est que de temps en temps, elle fait des actions, de temps en temps, qu'elle les empêche, mais les dealers n'ont qu'à bouger de quartier, ils reviennent 2 jours plus tard, etc.
finalement, c'est une situation qui n'en finit jamais et qui empire de plus en plus. Comment est-ce qu'on règle ce problème ? Là, vous évoquez toujours la même chose, si vous voulez. Vous pouvez pas faire quelque chose dans un domaine et ne pas le faire dans l'autre. Les dealers sont là parce que on leur achète la drogue. Qui achète la drogue ? Des consommateurs. Qui sont les consommateurs ? Peut-être votre frère, peut-être mes fils, j'en sais rien. Non, mais je veux dire, il y a des trucs. Mais si vous n'attaquez pas à fond sur les consommateurs, vous aurez toujours des dealers. Ça, c'est le premier point. Donc, voilà, moi, j'ai pas la réponse. Hein. Je note simplement, quand je fouille un petit peu sur Internet, etc., je vois qu'il y a quand même des ministres qui sont bien placés, etc. Ben, je ne vais pas penser à personne, je constate. Mais mes rapportés sur le terrain, parce que j'ai quand même quelques contacts, me disent, mon général, tu veux qu'on arrête de vendre ? Mais attends, ils viennent acheter. Et ils viennent acheter, je parle vulgairement, ils s'en tirent les couilles nettes. Donc, pourquoi on arrêterait, nous ? Et par contre, nous, c'est nous qu'on punit en permanence. C'est pas normal. C'est pas juste. L'autre point, c'est toujours pareil. Ces jeunes-là, pour les sortir de la drogue, il faut donc avoir une solution, ou avoir une solution sur les consommateurs. Et puis, avoir toujours pareil, quelque chose sur la formation. C'est-à-dire que mes dealers qui ont quitté l'école à 12 ou 14 ans et qui dealent parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, il faut qu'on leur trouve autre chose. Donc on revient toujours à cette formation, c'est-à-dire un nouveau contrat social. Et vis-à-vis des populations, c'est important. Vis-à-vis des populations, c'est important de savoir que leur fils va sortir de la drogue et va être mis au travail, entre guillemets. Voilà. Donc j'ai pas la solution, mais je vous dis, la solution, c'est une solution globale. Ça ne peut pas être une solution où je fais un coup de main policier demain matin dans tel quartier, et puis demain soir je suis parti, les gens vont passer chez la police, ils vont te libérer au bout de 48 heures, etc. etc. Ça, vous n'arrêterez pas. Donc il faut quelque chose de global et qui soit pris, je dis, à partir de mon commissariat, qui sache faire tout ça, quoi. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose de fond à faire. Et alors, il y a une autre question qui est celle de l'islam, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse statistique qui dit que 65% des 18-24 ans musulmans considèrent que la charia est supérieure aux lois françaises. Il y a évidemment, on a vu la question de l'abaya. Aujourd'hui, il y a une statistique qui est tombée qui dit qu'il y a eu 3000 atteintes à la laïcité liées à l'islam depuis la loi passée sur l'abaya en septembre, ce qui est beaucoup plus que d'habitude. Comment est-ce qu'on fait s'il y a une sécession religieuse quelque part, comment est-ce qu'on peut s'en départir ? Si vous voulez, tout ça, je reviens. Moi, j'ai vécu ce que vous me dites là. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais vous savez, en quelques jours, vous pouvez changer les mentalités. En quelques jours, ici, il faut avoir la foi. C'est-à-dire que si les formateurs dans nos quartiers sont eux-mêmes, ne sont pas convaincus du bien fondé de l'action, ne sont pas sûrs de la France, ne savent pas ce qu'est la France, ne veulent pas savoir ce qu'est la France, bien évidemment, ça rejaillit sur toute la population. Si maintenant vous avez des convictions, vous dites la France, c'est pas la République n'est pas forcément la France, mais la France c'est quelque chose. Vous venez dans un pays magnifique, vous venez, etc. Vous essayez de convaincre. Alors, je reviens sur l'islam. Pourquoi ? Parce que là aussi, on dit à 65% des jeunes qui croient en l'islam, etc. Je suis pas étonné. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas. On peut le déplorer. Mais finalement, ces jeunes-là cherchent quoi ? La rigueur. Ils cherchent un cadre. L'école apporte-t-elle ce cadre ? Non. La République apporte-t-elle ce cadre dans les quartiers ? Non. On vient de le voir. Donc, ils ont un cadre qui leur donne. Ils ont un idéal. Religieux, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, c'est un idéal religieux. Ils ont un cadre, ils ont envie d'être des héros, donc ils vont malheureusement, ils sont des héros, malheureusement, on peut le déplorer, ils vont se battre hors de France pour des causes que nous réprouvons, bien évidemment. Mais voilà, le cadre. Alors il faut peut-être se poser la question, là, mais pourquoi vont-ils là-bas alors qu'ils ne restent pas chez nous ? Voilà. Donc moi je dis, il faut que nous, qui sommes convaincus du bien fondé de notre France, de notre pays, etc., il faut redonner du sens à tout ça et faire en sorte que ces jeunes-là nous suivent. Alors, je fais un petit aparté sur tout ce que vous me dites là, je l'ai vécu.
je l'ai vécu, on me dit la France on n'y croit pas, etc., etc. Mais en quelques jours, ben, vous pouvez changer la mentalité vous pouvez transformer comment dirais-je, la façon de voir les choses de ces jeunes-là, et ils vous suivront. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, on était dans le permis sport emploi, nous étions avec les gens de Lille, avec des jeunes de Lille qui ont fait une semaine avec l'armée de l'air à Salon de Provence. Donc ils étaient encadrés par des réservistes à Salon de Provence, et donc je suis allé les voir. Donc ils avaient une semaine, il ne s'agissait pas de tir au fusil, il s'agit de montrer, de travailler la cohésion d'ensemble, faire en sorte qu'on s'entraide, parcours du combattant, bivouac de nuit, etc. Vous voyez, et redécouvrir. Il faut savoir que ces jeunes-là sont dans leur quartier. Ils ne savent pas ce que c'est que la nuit, puisqu'il fait toujours jour. Ils ne savent pas ce que c'est que le silence, parce qu'il y a toujours du bruit. Et là, brusquement, ils se retrouvaient dans la pampa, etc. Donc, ils étaient... Et j'arrive l'avant-veille ou la veille du jour où on devait leur remettre un petit diplôme. Et donc, ils étaient tous en uniforme, au garde à vous, et ils se mettent à chanter la Marseillaise. On leur avait rien demandé. Le général me dit, je vous assure, mon général, le général était là, on n'a rien demandé. Je dis, c'est bien. Et, si de même des jeunes de quartier se mettent à chanter la Marseillaise, c'est que vous avez réussi à faire quand même, en une semaine, à faire quelque chose. Et là-dessus, donc, on remet un petit diplôme, et il y en a un qui vient vers moi, qui dit, voyez, mon général, c'est la première fois que je me sens français. Voilà. Donc, c'est pour ça que je reste optimiste. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut le faire bien. Et il faut le faire avec une conscience, j'allais dire, forte pour notre pays, être convaincu de ce qu'on avance, et les gens vous suivent. Alors, tout le monde ne suivra pas, mais c'est pas grave. Vous aurez une majorité de gens qui suivent, parce qu'après, derrière, ils parlent. Et donc, ils disent dans leur quartier, tiens, on a fait ceci, on a fait ça, c'est formidable. Voilà. Et alors, pour rester sur la question de l'islam, est-ce que vous pensez que, par exemple, on doit avoir, justement, encore une fois, dans cette optique d'assimilation, d'intégration, est-ce que vous pensez que, par exemple, l'interdiction du voile dans l'espace public, est-ce que ce serait une mesure contre-productive à ce moment-là ? Est-ce que faut faire des lois interdire la viande halal au nom de... si vous voulez, je vous coupe là. Là, si vous voulez, c'est quelque chose. Là, c'est la politique. Comment dirais-je ? C'est la politique. J'allais dire politicienne, mais c'est pas ça que je voulais employer. C'est une politique d'assimilation. Mais moi, je suis pas là-dessus, si vous voulez. J'essaie de prendre les jeunes tels qu'ils sont. Il y en a qui sont venus en abaya, des filles qui sont venues en abaya, mais elles l'ont quitté après. Je veux dire, bon, après vous dites, moi je veux pas d'abaya, puis c'est clair. Moi je veux pas tapis de prière, vous faites pas d'autres prières. Je veux pas. Vous voyez, quand vous dites les choses clairement, alors là aussi on me dit, mon général, tu nous dis ce qu'il faut faire, et tu nous dis ce qu'il faut faire et tu fais ce que tu dis. C'est la première fois qu'on voit ça. Je veux dire, mais je suis pas pourtant, je suis comme tout le monde, mais à un moment donné, il faut imposer. Enfin, il faut imposer un certain nombre de règles. Donc, pour répondre à votre question, je n'en sais rien, puisque maintenant, ça devient... tout le monde en parle, mais je ne sais pas, là, oui, peut-être. Peut-être, pour être français, il ne faut pas avoir d'abaya, je pense. Et il y a une autre question aussi. Est-ce que on peut continuer à... Est-ce qu'on peut appliquer votre politique quelque part si on continue à recevoir une telle immigration, parce qu'il y a aussi un facteur qui est qu'au bout d'un moment, il y aura un certain nombre de personnes qui sera trop important, et on ne pourra plus dire, en fait, nous sommes la culture majoritaire, donc vous devez vous adapter. On voit déjà que dans certains quartiers, c'est plutôt l'inverse qui se passe, sur les Français qui doivent s'adapter aux Français de souche qui doivent s'adapter aux nouveaux Français, quelque part. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Bien évidemment, c'est ce que je dis souvent. C'est il faut, comme l'avait dit d'ailleurs, me semble, Philippe de Villiers, il avait dit la première des choses, c'est d'arrêter l'immigration, c'est-à-dire stopper l'immigration. Pourquoi ? C'est comme quand vous avez une fuite d'eau chez vous, quoi. Si vous épongez en permanence sans arrêter le robinet qui fuit, ça ne sert à rien. Donc, bien évidemment, on coupe le robinet et ensuite on s'occupe, ensuite on fait en sorte de s'occuper des jeunes qui ont besoin de nous. C'est-à-dire cette population, cette jeunesse qui sera, je veux dire, les Français demain, qui tiendront les rênes, quoi. Donc, il faut leur donner tout ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc, je reviens. Donc, il faut bien évidemment arrêter l'immigration. Je reprends, arrêter l'immigration, avoir une justice qui soit une justice, et puis ensuite avoir le courage.
la volonté et le courage. Donc c'est les hommes politiques. Alors autant pour les deux premiers, je suis à peu près certain, autant pour le dernier, je ne sais pas trop, quoi. Et qu'est-ce que les valeurs militaires, par exemple, d'autorité, d'obéissance, de discipline, il y en a bien d'autres, même de fraternité, j'ai envie de dire, peuvent apporter justement... Vous avez raison, ça leur apporte ce qu'ils cherchent. Puisque les jeunes, ils cherchent un cadre, des limites droite, limites gauche, des objectifs clairs, voilà. Et vous savez, j'ai jamais élevé la voix, je n'ai jamais, voilà. Et aussi bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites là, c'est pour les jeunes, mais je parle pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute l'espèce de coalition que j'ai conduit avec des entreprises, des DRH, des gens de droite, de gauche, etc. Tout le monde finalement arrivait à marcher du même pas. Donc, ce qui prouve bien, ce qui me semblait me donner raison en disant, quand il y a un chef, même si ce terme ne convient pas, un manager, comme on dirait maintenant pour faire plaisir, quand on a un manager qui sait ce qu'il veut, les gens suivent. Ceux qui suivent pas, tant pis pour eux. Mais finalement, après, les gens reviennent, raccrochent, parce qu'ils se disent, ça marche, quoi, finalement. Donc, les valeurs militaires, mais ça ne devrait être même pas des valeurs militaires, ça devrait être les valeurs de tout Français. C'est-à-dire la confiance, la fraternité, l'envie, le courage, l'honnêteté, parce que c'est important, fait en sorte que tout ce petit monde trouve chaussure à son pied. Très bien. Est-ce que, alors je sors 2 secondes de l'interview, est-ce qu'il y a aussi un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé selon vous et qui manque? Si, il y a les armées dans la banlieue, parce que j'ai pas évoqué, maintenant il faut qu'on l'évoque. Oui, mais alors justement, tout à l'heure j'ai été sur les armées dans les banlieues, mais... Bon, je sais pas comment... Voilà, pourtant vous avez évoqué les armées dans les banlieues, comment vous voyez ça, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Parce que là, je vais rebondir dessus. Ouais. Très bien. Et alors, pour revenir à votre... Attendez, on est coupé. Est-ce que ça va, là, dans l'ensemble ça... Oui, c'est très bien, ouais. Absolument parfait. Il y a aucun souci. Je pense que, il reste ça, et après... Oui, en fait, j'avais prévu d'autres questions, mais quelque part, comme on part pas sur d'autres sujets, je vais rester là-dessus, et puis voilà. Donc, je reprends. En guise de dernière question, je voulais savoir, effectivement, comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'armée dans la banlieue, maintenant qu'on a parlé des valeurs, les soldats, comment est-ce qu'on peut les employer dans la banlieue ? Il ne vous aura pas échappé que la police n'entre plus dans les quartiers. Ce qui veut dire que les bandes continuent à œuvrer, et donc la population continue à être menacée par cette affaire-là. Si nous voulons permettre à cette population d'échapper aux griffes des banlieues, des bandes, si nous souhaitons accrocher les jeunes qui sont en un cheminement entre la délinquance et le retour, il faut avoir quelque chose d'important, faire quelque chose d'important. C'est-à-dire, je pense que autant quand on fera des actions à laquelle je me suis raccroché tout à l'heure en vous disant auprès, il faut qu'on fasse des actions fortes sur toutes sur toutes les régions, avec les préfets de région, avec un général, etc. Ça ne touchera, ça va pas toucher tout le monde. Ça va toucher, je vais dire, les gens les plus, les quartiers les plus simples pour nous. Tous les quartiers qui sont gangrénés, dans lesquels la police ne va plus, qui ont des trafics d'armes, etc. Là, je crois qu'il y a 2 choses à faire. Et cette chose ne peut se faire que avec des militaires. Pourquoi ? Parce que je viens de vous le dire, la police n'entre plus. Donc si la police n'entre plus, c'est la pétaudière. Là, il faut faire ce que j'ai expliqué. Il faut qu'on ait une expérimentation sur à peu près 5 quartiers qu'on choisit. À Marseille, à Lyon, à Paris, enfin pas à Paris, dans la région parisienne, à Roubaix, par exemple, etc. 5 régions. Et là, on investit, on dit aux armées... Alors, il faut mener une affaire qui ne va pas se mener qu'avec les armées seules. On revient toujours, c'est une coalition de sachants dans laquelle on prend tout le monde, la police, la gendarmerie, les armées, le monde civil, etc., etc.
il faut que qu'on arrive dans un quartier, par exemple, de plusieurs immeubles avec plusieurs milliers de personnes. On coiffe ça avec les militaires. Donc, ce qui veut dire que jour et nuit, on a les forces armées qui rentrent avec tout leur impedimenta. Je ne mets pas de chars, je ne mets pas de canons, bien évidemment. Il ne faut pas dire non plus les gens, parce que je sais déjà les gens, oh là là, non. On arrive et on s'implante. Et parallèlement à ça, on mène 2 audits. On mène un audit sécuritaire avec les douanes, les impôts, etc., etc. Donc, on convoque les gens, soit en passant les immeubles, soit on convoque les gens dans le gymnase local, etc. Et on dit, monsieur, vous touchez le RSA, vous avez 3 Ferrari dans le garage, expliquez-moi. Monsieur, vous touchez pas d'argent, mais vous avez 2 appartements sur la Côte d'Azur ou je sais pas quoi, donc vous avez été pris par le trafic de drogue, etc. Donc on fait un audit complet. De manière, alors là, on va me dire, ah oui, mais non, vous mettez tout le monde, vous mettez tous les gens qui vont bien, qui s'occupent, les douanes, comme je viens de le dire, et comme les gens sont en réseau, vous avez tout de suite une vision claire de qui fait quoi et qui impose quoi. Et parallèlement à ça, vous mettez un audit social. Monsieur, vous avez 2 fils, ils ont quitté l'école à 14 ans, pourquoi ? Expliquez-moi, pourquoi ils ne sont pas à l'école ? Vous touchez quand même les frais de scolarité, mais alors ils ne travaillent pas. Monsieur ici, vous avez quitté un emploi, je vois que vous avez été salarié à tel endroit, pourquoi est-ce que vous arrêtez de travailler ? Ah, parce que j'ai arrêté de travailler, parce que je ne sais pas travailler, mais si, vous avez trouvé de travail. Donc on fait un audit. Une fois qu'on a cet audit, ça nous permet véritablement d'avoir un projet, de pouvoir mettre en place un projet de formation professionnalisante pour tout le monde. Donc, on commence par les élèves des écoles, ils retournent à l'école, etc. On fait une formation professionnalisante, une formation scolaire estivale pour permettre aux gens de retourner à l'école en septembre tranquillement. On fait une formation, on a avec les chefs d'entreprise, etc. On prévoit, si vous voulez, les gens entrer en entreprise. Et tout ceci se fait, ces audits se font pendant une semaine et se font sous la houlette de mes armées qui sont là et comme personne. Et donc ça permet aux gens de ressortir, de commencer à ressortir. Et pendant un certain temps, mais je peux pas encore dire ici ce sera 15 jours, ici ce sera 3 semaines, ici ce sera 1 mois. Combien de temps je laisse les armées ? Ce qui permet à la police de réintégrer, de réinvestir les quartiers puisque les armées sont là nuit et jour. Donc, eux, ils réinvestissent les quartiers pour mettre les commissariats en place et avoir une police de proximité efficace. Et quand ceci a fait avec un tuilage, quand ceci se fait, eh bien, mes armées se retirent progressivement. Et il est important que pendant 6 mois dans le quartier, tout soit en fonction jour et nuit. C'est-à-dire les gymnases ouverts, les écoles, etc., pour permettre justement qu'il y ait véritablement le retour des médecins, le retour, etc., qui permettent que les fonctions régaliennes soient remises en place. Qui permet 6 mois. Pourquoi ? Parce que ça permet derrière de faire en sorte que les commerces qui ont quitté, tous les commerces ont quitté, les commerces de bouche, le cinéma, les petites épiceries, etc., rejoignent. Et donc ceci, ça peut être sur 1 an. Et on a véritablement, j'ai fait des plans et des tableaux, etc. Et pendant grosso modo 1 an, on a véritablement un contrat social. On joue sur un contrat social de l'ensemble de la population. Et je sais que ça fonctionnera. Je sais que ça fonctionnera parce que les gens auront été, drivés. Ils savent ce qu'ils veulent faire, on sait ce qu'ils valent, et on peut les mettre tout de suite en cheville avec des entreprises, etc. Voilà. Donc, mais les armées, si vous voulez, n'interviendront que pour permettre à la police de pouvoir réintégrer son domaine, qui sont les villes et les villages, réintégrer son domaine tranquillement, j'allais dire. Très bien. Eh bien, c'est la fin de ce grand entretien. Merci beaucoup, mon général. C'est moi. Merci beaucoup. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir en kiosque, est déjà disponible sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, 2 peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza ou en Arménie,
tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Morand-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres, que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange, ces jeunes des quartiers, ces victimes du racisme. Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.